Bonjour à tous. Nous allons parler aujourd'hui de contrôle qualité et pour ça, je reçois Jules Wagner de la société Another Brain. Bonjour Jules. Bonjour Nicolas et merci pour l'invitation à ce webinaire. Donc aujourd'hui, un webinaire interview sur la thématique du contrôle qualité. Donc je me présente, je suis Nicolas Bouet, directeur général de la société HMI MBS. Je vais d'abord vous présenter notre société rapidement. Donc société HMI MBS, c'est une société qui existe depuis plus de 20 ans, qui a connu deux phases dans sa vie. Une première phase de 2000 à 2013, nous étions un bureau d'ingénierie spécialisé fin de ligne et on intégrait des robots KUKA. Et depuis 2014, nous commercialisons des produits innovants et des technologies un peu disruptives. Dans ce cadre, nous commercialisons ErgoPack, des systèmes de cerclage ergonomique de palettes, les robots collaboratifs Universal Robot et les robots mobiles MIR. Pour réaliser cette prestation, nous sommes 37 personnes au sein de la société, avec composé d'une équipe d'experts terrain par gamme de produits. C'est-à-dire qu'on va avoir une équipe dédiée 100% sur ErgoPack, une équipe dédiée à 100% sur Universal Robot et une équipe dédiée à 100% sur MIR. Ensuite, on dispose aussi d'une équipe technique qui permet en fait d'aider nos clients sur la mise en œuvre des robots collaboratifs et des robots mobiles. Une équipe SAV, tout le SAV des produits que nous commercialisons est réalisé dans nos locaux à côté d'Orléans. Et enfin, une équipe de support administratif qui est là pour que l'ensemble puisse fonctionner. L'année dernière, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 11,7 millions d'euros. Concernant Universal Robot, donc Universal Robot, c'est une entreprise danoise qui a été créée en 2005, qui commercialise ses cobots depuis 2010, qui a été rachetée par une entreprise américaine en 2015 et qui a eu la chance de recevoir le prix Engelberger, donc qui est l'équivalent du prix Nobel de la robotique, dans le domaine de la robotique, en 2018. Aujourd'hui, Universal Robot, c'est le leader mondial dans le domaine de la cobotique, avec plus de 60 000 robots vendus dans le monde, 55% de part de marché, une présence dans plus de 130 pays et une certification ISO 9001 qui garantit une bonne qualité des produits. Universal Robot chez HM MBS, en fait, on a fait le choix chez HM MBS d'être un peu précurseur, parce qu'on a commencé à commercialiser les cobots en 2012. On a fait vraiment partie des pionniers dans le domaine de la cobotique en France. Pas grand monde croyait au départ à ces petits robots qui ressemblaient un peu à des jouets, mais aujourd'hui, c'est vraiment une techno qui se déploie et qui est même fabriquée par beaucoup de concurrents aujourd'hui. En 2016, on est devenu préféré distributeur. En 2021, on est devenu Platinum distributeur. Et on est aujourd'hui en fait le premier distributeur en France en termes de robots vendus. Depuis qu'on commercialise les robots, on a vendu plus de 1000 robots sur le territoire français. Donc la gamme Universal Robot en termes de produits, c'est deux familles, la famille CB3, l'ancienne génération, et la famille Series, la toute dernière génération. En fait, nos robots donc, sont des cobots qui ont des charges embarquées qui vont de 3 kg à 16 kg dans la famille Series et de 3 kg à 10 kg dans la famille CB3. Les grandes différences, c'est que dans la famille Series, on va retrouver un capteur d'effort qui va donner une sensibilité complémentaire dans la tête du robot, un port de communication entre le bras et la baie de contrôle qui est beaucoup plus rapide, donc qui va permettre au robot d'être beaucoup plus réactif, et plein de fonctions de sécurité complémentaires aussi qui ont intégré dans la gamme E-Series. Ce que je vous propose maintenant, Jules, c'est que vous Oui, présentiez et vous nous présentiez votre société. d'accord. Je vous Merci écoute. à toutes les personnes qui participent à ce webinaire. Je me présente, Jules Wagner, donc ingénieur commercial chez Another Brain depuis un peu plus d'un an. Puis aujourd'hui, je vais vous présenter du coup Another Brain, notre produit, qui on est et pourquoi on est différent des autres entreprises d'intelligence artificielle du marché. Another Brain veut être le pionnier d'une nouvelle génération d'intelligence artificielle en Mhm. créant des puces inspirées du cortex cérébral. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on cherche à faire comme tous les autres, comme les GAFA, qui ont beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de données que nous, eh bien, on n'y arrivera pas à les concurrencer. Donc, on emprunte un chemin qui est totalement différent. L'entreprise a été fondée en 2017 par Bruno Maisonnier, que vous voyez sur la photo. Le papa. Voilà, le papa Nao et Pepper, Mhm. qui a créé du coup la société Aldebaran. Alors maintenant, il est totalement consacré à Another Brain. On est une soixantaine de personnes chez Another Brain, basées à Paris, avec des neuroscientifiques, des ingénieurs en IA et toute une équipe qui sert à la commercialisation de nos produits. On a fait une levée de fonds il y a 2-3 ans de 35 millions d'euros et on a été labellisé French Tech 120. D'accord. Donc vos objectifs? L'objectif, il est simple, c'est être le leader européen de l'intelligence artificielle et l'un des leaders mondiaux sur l'IA, Bon en challenge. créant une IA qui est explicable. Explicable pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, les réseaux de neurones avec les IA mainstream, ils vont appliquer un coefficient, ils seront incapables d'expliquer leurs décisions. Si on parle de contrôle qualité, ils vont dire qu'une pièce est conforme ou non conforme, mais ils ne sauront pas expliquer pourquoi cette pièce est conforme ou non conforme. Et nous, on va chercher à casser ça, à rendre l'IA explicable. Ensuite, aujourd'hui, l'intelligence artificielle elle est capable d'apprendre Mhm. là où le cerveau lui comprend.
Si on prend l'exemple d'un jeune enfant de 2 ans, il va voir 2, 3 chiens et chats dans sa vie, et à partir de 2, 3 exemples, il va comprendre pour toute sa vie la différence entre les deux. Là où une intelligence artificielle, il va lui falloir des centaines de milliers d'exemples pour comprendre les différences entre un chat et un chien. Et du coup, il y a vraiment un biais qui est différent entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. Mhm. L'humain comprend, l'intelligence artificielle est seulement capable d'apprendre. Et évidemment, si on utilise très peu de données, eh ben, on va utiliser très peu d'énergie. Et ça, c'est vraiment important. D'accord. Donc ça, c'est vraiment le challenge dans The Brain, c'est effectivement de faire une intelligence artificielle qui est plus proche de l'intelligence humaine C'est ça. et qui n'est pas basée sur un volume de données monstrueux, en fait. C'est ça. C'est ça la grande Et différence. de la placer sur des puces électroniques. D'accord. Comment vous êtes organisé chez The Brain aujourd'hui? Et bien du coup, la première équipe, c'était l'équipe qui travaillait sur cette intelligence artificielle bio-inspirée qui vise à faire des puces. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 2, 3 ans, il y a un grand constructeur automobile européen qui est rentré en contact avec notre directeur scientifique et qui lui a dit, écoute, j'ai un problème, c'est que pour faire du contrôle qualité, nous, dans l'auto, c'est compliqué parce qu'on a très peu de données sur les pièces défectueuses. Parce qu'en fait, pour 1 million de pièces fabriquées, ils n'ont que quelques pièces défectueuses. Bon, c'est plutôt rassurant, mais en même temps, pour eux, pour créer une base de données, c'était un peu compliqué. Et du coup, ils se sont dit, la philosophie d'Another Brain, le fait d'utiliser très peu de données, c'est très intéressant pour nous. Et à ce moment-là, on a fait des premiers tests, on a créé un prototype. Et aujourd'hui, ce prototype est devenu un produit. C'est le produit Phosphor Quality qui est sorti l'année dernière, que vous voyez du coup sur l'image, sur lequel on a déjà des clients dans le luxe, dans le médical et évidemment pas mal dans l'automobile. Et on espère en avoir de plus en plus. Donc pour résumer, une équipe globale qui fonctionne sur l'intelligence artificielle avec une vraie volonté de développer une puce, donc encore gagner de la puissance, et de ça une émanation sur la contrôle qualité. C'est ça. Et une business unit avec une trentaine de personnes qui travaillent sur le contrôle qualité avec également des ingénieurs en intelligence artificielle. D'accord. Donc vos marchés, du coup, vous m'avez commencé à citer le C'est ça. luxe, mais quoi d'autre? C'est ça. Alors sur la business unit de contrôle qualité, évidemment, le luxe, le médical, l'automobile, l'aéronautique. Et en revanche, après, sur la puce, on peut adresser énormément de marchés jusqu'aux véhicules autonomes, à la robotique grand public, et le champ des possibles est un peu infini. D'accord. Donc le domaine contrôle qualité. Alors pourquoi vous avez décidé de vous lancer là-dessus? Donc déjà une première Ouais. voie, c'est cette facilité que vous avez, parce que vous n'avez pas besoin de beaucoup de produits pour que ça fonctionne. C'est ça. Aujourd'hui, toutes les entreprises font du contrôle qualité. Et en même temps, dans les usines, c'est une des seules parties qui n'est pas encore totalement automatisée et même très peu automatisée. Le contrôle qualité, dans bien des usines, il se fait à la main, à l'œil nu. Et du coup, il y a une certaine fatigue des opérateurs. Alors, fatigue physique, mais aussi fatigue visuelle, une baisse de l'acuité. Il y a également des problèmes de concentration. Ils peuvent discuter entre eux, regarder leur téléphone. Des problèmes de subjectivité, là où une intelligence artificielle, elle, va être beaucoup plus objective. Et après, constante et rigoureuse voilà. en fait. Et là où il y a aussi des problèmes de turnover, et du coup, qui dit turnover, dit formation pour apprendre les chartes qualité des différents clients qui varient d'un client à l'autre. Du coup, votre cible, vous adressez à qui? Du coup, on va s'adresser à toutes les entreprises qui souhaitent automatiser leur production et fiabiliser le contrôle qualité. On va chercher des industriels qui fabriquent quand même un certain volume de pièces, de l'ordre de quelques milliers à quelques millions de pièces, afin de réduire les coûts du contrôle qualité, parce que le contrôle qualité, ça coûte cher. Et évidemment, dans un domaine de plus en plus concurrentiel, il faut en faire. Et nous, on va chercher à réduire le nombre de rejets, d'arrêts séquentiels de lignes et de réclamations clientes. D'accord. Alors, pouvez-nous décrire un petit peu votre solution du coup? Oui. Alors, comme vous le voyez à l'écran, notre solution, elle est sortie en fin d'année dernière. Elle s'appelle Phosphor Quality. C'est une solution vraiment très simple à installer. Elle est constituée d'un bras robotique UR5E et d'une Phosphor Cam. Donc, c'est la lampe caméra que vous voyez sur la photo qui a été totalement développée en interne chez nous par nos équipes. Et pourquoi, à la base, on utilisait un Kobo? Parce qu'en fait, le Kobo va permettre de contrôler différents points de contrôle autour d'une pièce et de s'adapter à différentes pièces sous différents angles. Et la lampe caméra qui sert à avoir un éclairage puissant parce que c'est très important dans la vision. Ouais, ensuite, on a un contrôleur qui embarque nos algorithmes d'intelligence artificielle et une interface logicielle très intuitive et facile à prendre. Vous allez nous présenter tout ça tout à l'heure Évidemment. lorsqu'on vous fera une vraie démonstration en live. Donc le principe de fonctionnement. Comment fonctionne notre algorithme? Alors c'est assez simple, c'est qu'en fait, on va fournir une trentaine de pièces conformes. À partir de ces 30 pièces conformes, on va reconstruire ce que c'est une pièce parfaite. Parce que parmi des pièces conformes chez un industriel, elles ne se ressemblent pas toutes forcément, mais elles sont quand même conformes. Et donc, on va apprendre les différences intrinsèques entre différentes pièces conformes. À partir de ça, on va être capable d'entraîner un modèle. Pour entraîner le modèle, il va falloir environ 1h15. Et là, on a un modèle qui est entraîné. On va aussi donner 5 pièces défectueuses. On ne va jamais apprendre les défauts, c'est pas du tout ce qu'on fait. En revanche, ça va nous aider à ajuster les seuils de détection. Parce que selon si on est sur un brut de fonderie ou un rouge à lèvres,
c'est pas les, Oui. c'est pas les mêmes seuils de détection L'idée, c'est qu'on va chercher. d'éviter les faux positifs. Voilà, évidemment. Et ensuite, le modèle est entraîné et il est prêt à inspecter directement sur la ligne de production. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va comparer l'image qui a été inspectée avec la reconstruction du produit parfait. S'il y a une vraisemblance, c'est que la pièce est normalement conforme. Et s'il n'y a pas de vraisemblance, c'est qu'on a vu un défaut. D'accord. Avec la particularité, comme vous disiez tout à l'heure, vous allez pouvoir nous dire où est le défaut. Voilà. Ça sera la grande On va innovation. pouvoir vous dire où est le défaut, mais en plus de ça, on va aussi pouvoir faire du contrôle continu. C'est-à-dire qu'on va toujours pouvoir améliorer le modèle par rapport à votre charte qualité jusqu'à ce qu'on soit totalement enclin à travailler avec votre charte qualité. Quels sont les types de défauts, du coup, sur lesquels vous êtes capable de travailler aujourd'hui? Alors, les types de défauts qu'on détecte habituellement, ça va être évidemment des défauts cosmétiques et de surface. Ça va être des rayures, des contrôles de soudure, de structure, mais aussi des défauts d'assemblage pour voir si un connecteur est bien connecté. Mais en fait, on va être capable de détecter tout type de défauts, même ceux qui ne sont jamais apparus auparavant, peu importe où ils arrivent. À partir du moment où on a appris ce que c'était une pièce normale, tout ce qui va être anormal sera détecté comme défectueux. Par contre, on est bien d'accord, tout ce qui est périmètre de contrôle, métrologie, etc., c'est pas votre domaine, sauf si réellement il y a une différence visuelle, enfin contrastée d'une dimension. Là, vraiment, c'est plus l'aspect, l'absence d'objets ou de choses comme ça. C'est ça. On ne va pas faire de métrologie au micromètre près. En revanche, on sera capable de voir des différences métrologiques. S'il y a quelques millimètres d'écart, on le verra sur le produit. Un alésage brut, un alésage usiné, c'est le genre de choses que vous allez pouvoir détecter. Ça, on sera capable de le détecter. Ok. Je vous propose qu'on passe au live et que vous nous montriez le fonctionnement. Donc, d'abord, décrivez-nous, du coup, maintenant on voit les éléments, donc allez-y, Voilà. pouvez nous les décrire? Donc évidemment, ce que vous voyez, ce que vous connaissez, parce que Nicolas l'a présenté, c'est le bras UR5E, qu'on utilise évidemment du coup pour s'adapter à différents types de pièces et pour faire différents points de contrôle. Ensuite, on a notre phosphore cam qui permet d'avoir un éclairage très puissant sur les pièces, parce que dans la vision, c'est très important. Et en fait, dans les usines, l'éclairage différencier entre le matin et l'après-midi. Et donc, on va chercher à avoir un éclairage qui est répétable sur les pièces. Et on va pouvoir faire un éclairage frontal ou rasant. Ensuite, à l'intérieur du coup de ce petit bureau, on a un contrôleur industriel très puissant, puisque tous les apprentissages se font en local. Il n'y a rien qui est exporté dans le cloud, et tout se fait en local. Et ensuite, on a notre interface homme-machine, que je vais vous présenter tout de suite. Allons-y. Donc là, vous voyez notre interface. Ce qu'on va chercher à faire, c'est à créer une nouvelle pièce. Alors là, en l'occurrence, j'ai entraîné un modèle avant pour qu'il soit déjà prêt. Donc on a le modèle d'une pince à découper. Ensuite, on va rentrer une photo de l'image et on va chercher à détecter à partir d'un point de contrôle. Ici, je vais chercher à détecter juste la partie métallique pour voir s'il y a défaut ou non. Donc là, j'ai créé un point de contrôle qui s'appelle la pince. Et quand je clique dessus, je vais pouvoir directement prendre le Kobo et le positionner au niveau du point de contrôle et régler la position. C'est aussi simple, je le prends à la main et ensuite je peux ajuster avec les petites commandes qu'on trouve ici. Et après, je vais ajuster la lumière pour avoir un éclairage plus ou moins puissant. Donc là, je peux régler l'intensité lumineuse, mais je peux aussi avoir un éclairage frontal, comme vous voyez ici le reflet, ou rasant, et je peux combiner les deux éclairages. D'accord. Voilà. C'est vraiment très simple à utiliser quand même. C'est vraiment très simple et comme je vous disais, en plus pour entraîner un modèle, il faut une trentaine de pièces et c'est très rapide. Donc là vous voyez hier, avant le webinar, j'ai entraîné un modèle sur la pince. Je vais vous montrer que toutes les pinces conformes ne se ressemblent pas forcément. Je vous montre là avec les masques qui ont été placés, vous voyez différentes pinces. Donc elles n'ont pas forcément toutes la même taille exactement, mais elles sont toutes conformes. Donc j'ai appris ce que c'était une pièce conforme et j'ai entraîné un modèle. D'accord. Là, du coup, je vais vous montrer ce que ça donne quand on inspecte deux pièces, une conforme et non conforme. Donc ensuite, j'ai créé un programme d'inspection, à savoir que pour créer un programme d'inspection, il suffit de prendre les différents points de contrôle, les drag and dropper directement dans le programme, et ensuite on a son programme qui est entraîné. D'accord. Donc là, je choisis la partie pince, je choisis mon programme, et je lance l'inspection qui se fait directement en temps réel, et le résultat, il est accessible en 200 millisecondes, puisque notre intelligence artificielle travaille en instantané. Et là, vous voyez du coup sur l'écran le résultat de l'inspection. Donc ici, on a la segmentation de la région d'intérêt qui est sélectionnée par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure sur les masques. Ici, on a la reconstruction de la pièce parfaite. Et ici, le résultat du coup est positif parce que la pièce est conforme, donc il n'y a pas de défaut. Et c'est pour ça que sur la carte de chaleur, elle est totalement bleue. Donc voilà ce qui se passe quand on a une pièce conforme. Je vais vous mettre une pièce non conforme et vous allez voir du coup le changement.
Sachant que, évidemment, tout se fait très rapidement et que si on voulait faire différents points de contrôle, là pour le coup c'est une pince, il n'y a qu'un seul point de contrôle, mais on pourrait avoir un carter de boîte de vitesse avec une dizaine de points de contrôle qui seraient effectués en une quinzaine de secondes. Donc à chaque fois, en fait, vous pouvez mémoriser des recettes de contrôle, entre guillemets, avec C'est ça. différents points et donner des critères. Et après, on pourrait imaginer, si on est sur une ligne automatique, que la ligne automatique ou le RP du client vous envoie l'ordre d'utiliser telle recette ou telle recette, c'est ça? C'est ça. Du coup, en fait, le RP du client ou son automate va nous envoyer l'information pour nous dire quelle référence de pièce c'est. Et pour chaque référence, on aura un programme d'inspection avec des mouvements du robot qui seront différents. Et on aura un modèle d'intelligence artificielle qui sera différent selon la référence de la pièce. D'accord. Donc là, j'ai le résultat de la pièce non conforme. Donc il nous indique que la pièce est défectueuse. On voit ici sur l'image très facilement les rayures. Et là, du coup, la carte de chaleur n'est plus toute bleue, mais elle est un petit peu rosée. Et c'est là pour nous indiquer où est le défaut. Et tout à l'heure, quand je vous parlais qu'on a une intelligence artificielle qui est explicable, elle est explicable dans le sens où on va pouvoir vous dire où est le défaut sur la pièce, mais également si on avait différents points de contrôle, elle pourrait nous dire c'est sur le point de contrôle numéro 2, à tel endroit sur la pièce, que vous avez un défaut. D'accord. Donc ça, c'est la grande différence entre l'IA Brain et les autres IA, puisque là, vous expliquez en fait le ça. défaut et sa position. Exactement. Et ça, D'accord. justement, on est les seuls à le faire. Ok. Ensuite, je vais vous montrer toutes les autres possibilités, tout ce qu'on retrouve dans l'application. Pour des enjeux de traçabilité, c'est important pour les clients de pouvoir récupérer une pièce qu'ils ont exportée, qui était conforme à la sortie de chez eux et qui, peut-être au cours du transport ou à l'arrivée chez le client, il y a eu un défaut qui est apparu. Il va pouvoir le prouver en montrant que la pièce que j'ai inspectée au moment du webinar, on peut la retrouver. Je vais avoir la segmentation qui montre qu'il n'y avait pas de défaut. Je vais avoir le numéro de référence de la pièce, l'heure et la date à laquelle elle a été inspectée et le résultat. D'accord. Donc on va avoir tout l'historique et même pour des années sur chaque référence de pièce. Et de la même façon, je suppose que ces données sont exportables vers le système qualité du client. Évidemment, ils peuvent exporter les données et en plus de ça, ils peuvent faire de l'amélioration continue. Et ils peuvent comparer selon les pièces et les points de contrôle là où ils ont le plus de défauts. Vous voyez ici dans la partie statistique, on va pouvoir voir que hier à 15 h, j'avais 47 pièces conformes et 26 pièces non conformes. Imaginons qu'on ait différents points de contrôle, ils pourraient voir que sur tel point de contrôle, il y a plus de défauts et il n'y a jamais de défauts sur un autre. Donc en production, il faut peut-être changer quelque chose à tel endroit. Amélioration continue. Voilà. Très bien. Merci beaucoup pour cette présentation. Revenez ici, on va reprendre. Donc pour synthétiser votre offre Phosphore Quality, en quelques mots, ça, vous pouvez me résumer? Ouais. Déjà, notre produit s'adapte à différentes typologies de produits sur différents matériaux et dans différentes industries. Il est très flexible puisque sur une même ligne de production, on va pouvoir avoir du coup des programmes d'inspection qui vont varier selon les références et les différents ordres de fabrication. Et ça, du coup, c'est très important. C'est très facile à mettre en œuvre. En une journée, on peut installer totalement le robot, entraîner ses premiers modèles et le lendemain, on est déjà prêt à faire ses premières inspections. Donc ça, c'est quand même assez puissant. En plus de ça, on demande quand même très peu de données parce que tous les clients ont des pièces conformes et on ne demande que 5 pièces défectueuses pour ajuster les seuils de détection. Donc là-dessus, c'est très léger et ça ouvre le champ des possibles pour faire beaucoup de tests sur différentes références. Plus votre interface a été travaillée de façon à ce que ce soit simple d'utilisation, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir une formation de 15 jours dessus, d'être bac plus 18 pour réussir à l'utiliser et mettre en œuvre de l'IA en fait. Ouais, on parle d'une formation d'à peine 15 minutes et en général, l'opérateur est totalement prêt à utiliser notre interface. C'est très intuitif. Donc là-dessus. Deux cas d'application, vous pouvez nous présenter? Ouais. Alors, je vais vous parler d'un premier cas d'application sur des carters de moteurs qui font une dizaine de centimètres. L'industriel produit et usine des millions de pièces. Et sur ces carters, il y a 7 points de contrôle. Donc, on va chercher à contrôler à la surface, mais également dans les différents allisages pour voir s'ils sont bien usinés, pour voir s'il y a des traces. Et le but, du coup, c'était de diminuer les coûts parce qu'il y avait des réclamations clients. Et quand il y a des réclamations clients et qui renvoient des lots, ils vont devoir regarder ensuite à la main chacun tous les lots. Voilà. Et c'est parfois des dizaines de personnes pendant un mois qui doivent revoir ça. Et tout ça, c'est un coût faramineux. Et du coup, le retour sur investissement est relativement rapide pour ce client, puisqu'on est inférieur à 6 mois, et sachant que selon les différents secteurs, on va de 4 mois à 1 an et demi pour le retour sur investissement du produit Phosphore Quality. Et là-dessus, en plus, on va aller relativement vite, c'est-à-dire qu'en une dizaine de secondes, on va pouvoir effectuer les 7 points de contrôle, parce que la pièce est plutôt petite, mais en revanche, le robot va se déplacer relativement vite, et il va voir tout type de défauts, des bulles de gaz, des traces, des chocs sur ce brut de fonderie qui a été usiné. Ok. Deuxième cas?
Et du coup, un deuxième cas d'application chez un de nos clients, c'est des pièces de tableau de bord chez un grand fournisseur mondial de rang 1. Et du coup, en fait, on a tout le tableau de bord, la pièce plastique, sauf qu'avant qu'elle soit assemblée, le tableau de bord, c'est assez souple. Mm. Et du coup, c'est peu répétable. Et là-dessus, on va chercher à contrôler différents points de contrôle. Et il faut savoir que ce client, à la base, il faisait du contrôle par échantillonnage. Il ne contrôlait pas 100% des pièces. Et grâce à notre solution, le fait qu'elle puisse fonctionner en continu et qu'elle aille assez vite, eh bien, il va pouvoir contrôler différentes zones, ce qu'il ne faisait pas avant. Et du coup, c'est pour ça qu'il nous a passé une très belle commande. Et on espère encore continuer avec ce client, avec beaucoup plus d'usines, parce que le retour sur investissement se fait en moins de 6 mois. D'accord, l'intérêt a été prouvé. Aussi très rapide. C'est ça. Et le temps de cycle correspond totalement à notre produit. Ok. Bah, écoutez, je vous remercie pour toutes ces informations. On est bien, on est à 10h22. On va voir si les questions que l'on a et on va essayer de répondre aux questions. Alors, les catégories, bon, je reviens sur une question sur les catégories de défauts détectés. Donc, on a vu principalement des défauts plutôt d'apparence, on va dire. C'est-à-dire que typiquement, on va voir s'il y a des rayures. En gros, on va lui présenter une pièce parfaite. Puis après, on lui présentera pas parce qu'il n'y a pas besoin. Il suffit de présenter 3 ou 4 mauvaises pièces. On va détecter des états de surface qui sont pas bons. Présence, absence de composants. Je pense à des fonctions d'assemblage moteur. Est-ce qu'on n'a pas oublié l'élément, le petit morceau qui va là? Et de qualité, par exemple, de connexion aussi. C'est ça. Donc, ça va être connecteur. Ça va être voir si un collier de serrage est bien présent. Ça peut être tout défaut de surface, tout défaut cosmétique, donc des rayures. Ça peut être des taches, des différences de couleurs pour voir s'il y a une tache de graisse ou à contrario, s'il n'y a pas de graisse. Ça va être de la casse, du contrôle de soudure. Enfin, voilà, en fait, tout type de défaut, on sera capable de le détecter. D'accord. J'ai sur ma ligne des chocs et des bris. Est-ce qu'il s'agit de distinguer? Bon, ça peut être envisageable. Après, il faut voir plus en détail l'application. Il faut voir à quel seuil ces chocs et ces bris sont considérés comme défectueux. S'il y a différents seuils, si tous les chocs et les bris sont des défauts, eh bien on apprendra que la pièce conforme n'en contient pas et après on déroulera et on va détecter ce type de défaut. Autre question, donc JMP nous demande quelle est la taille maxi des pièces que vous pouvez inspecter, si vous faites plusieurs vues pour couvrir une plus grande surface, un panneau de carrosserie, et quel est le temps de traitement entre 2 images? Voilà. Alors le temps de traitement entre 2 images, il est de 200 millisecondes pour l'intelligence artificielle. Ensuite, il faut prendre en compte le déplacement du Kobo. Le Kobo, il va prendre des images environ de 12 cm par 12 cm. Donc en fonction du nombre de points de contrôle qu'on va chercher à faire, il va falloir faire un certain nombre de points de contrôle. Ce que j'ai oublié sur la taille maximum des pièces, du coup en fait on n'a pas vraiment de limite parce que le robot peut avoir une portée jusqu'à 1 mètre. Du coup en fait on va pouvoir contrôler un petit moteur, sachant que là on est sur un UR5E et si on voulait on pourrait utiliser du coup un plus gros bras de la gamme UR. D'accord. C'est-à-dire qu'effectivement, l'UR5E a une portée de 850 mm, l'UR10 pourrait monter à 1300 mm, être en pendulaire et venir vraiment prendre tous les points d'un moteur. Du coup, sur l'envergure, on pourrait faire presque 1,50 m en allant d'un côté ou de l'autre si le robot était, par exemple, sur une pièce de carrosserie. Par contre, Mehdi, la taille de l'image qu'on traite est de combien? D'environ 12 cm par 12 cm. Ça peut varier un petit peu, on peut faire un peu moins ou un peu plus en ajustant du coup pour la netteté. Alors, quel est le temps de cycle sur la pièce de moteur? Ce qu'on vient de dire, en fait, on est toujours sur 200 millisecondes, c'est ça que vous avez dit? Alors là, c'est le temps d'apprentissage de l'IA. Après, sur le moteur sur lequel on travaillait chez un constructeur, on avait 10 points de contrôle et les 10 points de contrôle étaient effectués en 17-18 secondes. D'accord, j'espère que ça répond à votre question. Alors, vous parlez de ROI, mais quel est le coût d'une application? Voilà, donc il faut savoir que quand on a l'application, il y a le coût du robot, et ensuite on va rajouter notre coût qui est de quelques dizaines de milliers d'euros. Après, pour être plus précis, il faut voir selon les différents cas clients. Mais ça, je serais heureux de revenir avec la personne qui a posé cette question. Arrive-t-il, donc Tanguy nous demande, arrive-t-il que votre IA se trompe? Autrement dit, avez-vous du recul sur la détection des faux défauts? Et quel est le taux par rapport au nombre de contrôles? Alors, qu'elle se trompe sur la détection de défauts, je veux dire presque jamais. Mais là, je vois bien la question du client, c'est sur les faux positifs. Et évidemment, il peut arriver qu'elle se trompe. Et puis, en fait, c'est pour ça qu'on va chercher à faire du contrôle continu. Parce que, par exemple, si, vu qu'on apprend ce qui est une pièce normale, on va détecter tous les types de défauts. Mais parfois, ça va être une petite anomalie et le seuil de détection va être trop puissant. Et on va régler ce seuil de détection en faisant du contrôle continu.
Et on va chercher à baisser le taux de faux positif pour qu'après, on ait 100% de taux de détection des défauts et que 100% des pièces bonnes ne soient pas déclassifiées de la D'accord. production. C'est-à-dire typiquement, donc le système va nous détecter une pièce mauvaise. À ce moment-là, effectivement, l'opérateur va revenir devant l'écran du contrôleur, va dire non, en fait, cette pièce-là n'est pas mauvaise, je la C'est ça. qualifie en tant que bonne, et automatiquement, l'IA va prendre en compte cette nouvelle caractéristique comme étant bonne et non pas un défaut. C'est ça, exactement. Il va pouvoir récupérer le numéro de série de la pièce et la réannoter directement dans le système. Il aura juste un onglet OK ou KO. Il va Mhm. dire que cette pièce était OK. Et du coup, le modèle va se réentraîner pour qu'il ne prenne plus en compte ce type d'anomalie. D'accord. Donc vraiment, voilà, on reste sur l'apprentissage continu et on Voilà. va s'améliorer. Donc au départ, on aura peut-être effectivement moins de précision parce qu'on va avoir vraiment considérer le bon et puis tout ce qui est différent du bon étant C'est ça. mauvais. Et après, petit à petit, on va affiner notre qualité de détection. Alors évidemment, l'apprentissage initial est très puissant, mais après, évidemment, on se donne la possibilité de l'améliorer au fur et à mesure. Bonjour, est-il possible de détecter des défauts d'aspect sur des pièces d'injection plastique, du gaz interne? Alors, il faut pas que ça soit des bulles à l'intérieur du plastique parce que ça, je pense pas que vous Ça, allez le non, voir. Par contre, s'il y a une bulle qui arrive en surface, ça, vous serez parfaitement capable de l'identifier. Alors oui, enfin, si c'est du défaut d'aspect cosmétique et qui est visible, on va dire, à l'œil nu, on pourra le détecter. Après, c'est vrai que s'il est à l'intérieur, je sais que par exemple sur des brutes de fonderie, du coup les bulles de gaz, on ne peut pas les voir avant qu'elles aient été usinées. Mhm. Ensuite, une fois que c'est visible par la caméra haute définition, on va pouvoir le détecter. D'accord. Après, on peut toujours avoir des images et on pourra en discuter. Bonjour, peut-on checker plusieurs pièces en même temps? Est-ce qu'on peut... Alors, si elles sont alignées sur un statif, on pourrait avoir 3 points de contrôle. Imaginons qu'on ait les 3 pièces qui arrivent sur un convoyeur. On pourrait avoir les 3 points de On va contrôle pour les flasher la 3 pièces. première, flasher la deuxième, flasher Exactement. la troisième. C'est C'est tout. quelque chose qu'on pourrait faire. Et puis même, on pourrait avoir 2 points de contrôle sur chaque pièce et au fur et à mesure dérouler. D'accord. Donc oui, tout à fait. Peut-on combiner sur le robot une évacuation des pièces non conformes et demander au robot de se déplacer pour contrôler des moulées complètes de pièces injectées? Alors là, est-ce que oui, la question en fait qui se pose, c'est que le robot, là, il est complètement géré par votre système. C'est ça. Est-ce qu'on est capable de lui expliquer à un moment donné, imaginons qu'on lui rajoute un système de pousseur sur le côté pour qu'il dise bah, cette pièce-là est pas bonne, je la pousse, je la mets de côté, ou c'est vraiment il est dédié 100% que pour le contrôle qualité? Alors, notre robot, il est dédié à 100% pour le contrôle qualité. En revanche, il va envoyer l'information à l'automate de ligne ou ensuite un autre robot peut éjecter la pièce et la mettre au rebut et la laisser si elle est conforme. Ça, nous, on va envoyer l'information. En revanche, ça va pas être notre robot qui va faire l'inspection et ensuite qui va retirer la Voilà. pièce lui. Vraiment, là, le robot, dans Voilà. le cas effectivement d'Another Brain, est utilisé à 100% pour la fonction inspection. Il est relié et complètement asservi en termes de fonctionnement avec le contrôleur que vous avez développé, donc Another Brain, et on ne peut pas l'exploiter pour d'autres fonctions. Bonjour, si j'installe une caméra sur une caméra, enfin sur une ligne, et que j'ai besoin d'ajouter un nouveau produit, le logiciel est intuitif et permet de rajouter de nouveaux modèles facilement. Oui, c'est typiquement la force, c'est qu'on peut rajouter de nouvelles références et apprendre ces nouvelles références C'est ça. produits. À chaque fois que vous avez une nouvelle référence, que vous avez des nouveaux produits, on va pouvoir faire un apprentissage, on va programmer les différents points d'inspection, on va entraîner un nouveau modèle. Donc à chaque fois, ça va reprendre 1h15 pour l'apprentissage du nouveau modèle et on va pouvoir créer des nouvelles références. Là où aujourd'hui, la plupart des solutions de caméra vision, elles sont fixes et à chaque fois qu'on va vouloir les déplacer avec une nouvelle référence, on va devoir faire appel à un ingénieur vision et un ingénieur parfois en IA pour faire les modifications. Alors pareil, là, je ne vais pas prêcher pour mon sens, mais imaginons qu'un client ait une application où c'est toujours la même pièce, toujours au même C'est ça. endroit, où il n'y a pas besoin de déplacer votre système, auquel cas bah, l'investissement robot ne se justifie pas. On a la possibilité de fonctionner avec la caméra seule? Oui, évidemment. Après, ce qui est possible, c'est aussi d'avoir juste notre lampe et caméra Mhm. avec notre contrôleur industriel et la même interface sans robot si jamais on a besoin d'avoir toujours la même position et qu'on a besoin de faire qu'un seul point de contrôle. Ça, évidemment, c'est aussi possible. Ça permet de générer des économies. On ne vend pas de robots, mais au moins on génère des économies Voilà. pour les clients. Ensuite, faut-il dire au robot quel type de pièce arrive ou bien il la reconnaît-il toute seule? Non, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, si j'ai bien compris, l'automate de ligne devra envoyer préalablement ou C'est l'ERP ça. à l'ordre en fait d'appliquer la bonne recette. Mais ce n'est pas le robot qui détectera lui-même, parce qu'en fait, la position du robot est liée à la recette qu'on va définir. C'est ça. Donc, si une pièce est complètement différente, le robot, ça se trouve, il ne va rien voir du tout, parce qu'il ne sera pas à la bonne place. Il faut préalablement qu'il se place à la bonne position, et ça, c'est défini dans votre recette. Voilà, C'est bien ça? exactement. Alors, soit on peut faire une inspection manuelle et cliquer, ça va lancer l'inspection, soit on va recevoir l'information auprès de l'automate de ligne qui va nous dire c'est telle référence qui arrive, et du coup, pour telle référence, il va faire telle inspection avec tel modèle d'IA. D'accord.
Quel est le coût de cette solution? Est-ce un prix fixe avec une licence? Donc, comme on le disait tout à l'heure, il faut compter le prix d'achat du robot plus quelques dizaines de milliers d'euros pour la partie Another C'est ça. Après, effectivement, si j'ai un client qui veut installer plusieurs systèmes, c'est des licences logicielles propres, c'est quelque chose qu'il peut copier, comment ça se passe? Alors non, c'est un investissement, c'est pas en licence, par exemple en mode SaaS, donc il s'équipe du Kobo et de notre solution Phosphor Quality. Après, s'il y a différents volumes, c'est à voir, sachant qu'en plus, on peut aussi faire des tests, on peut faire des preuves de concept avec des clients. Mhm. S'ils souhaitent tester soit sur des images, soit sur des pièces, ils peuvent nous envoyer des images où on peut aller dans leurs locaux, dans leur usine pour faire des tests avec le produit. D'accord, directement. Parfait. Donc oui, il n'y a pas un abonnement tous les ans. Une fois que le Non. client est propriétaire du système, il est propriétaire du système. Après, si la personne n'avait pas entendu avant, on avait rappelé, bah, en fait, évidemment, il y a le prix du Kobo UR et après quelques dizaines de milliers d'euros pour la solution Phosphor Quality. Ok. Est-il possible de checker plusieurs pièces en même temps, mais sur un seul flashage? Alors, sachant qu'on a effectivement un périmètre de 12 cm par ça. 12 cm, il faut que toutes les pièces tiennent dans 12 cm par 12 Ça cm. va dépendre du type de pièce. Après, sinon, il faudrait voir sur la solution fixe, soit en Kobo, si on règle la focale pour prendre Un peu un plus. plus grand champ de vision. Mais dans ce cas-là, il faudra que les pièces aussi soient positionnées les unes par rapport aux autres de façon rigoureuse, parce que si on vient décaler des pièces, bah, lui va détecter que c'est un défaut. Exactement. Après, on fait des tests sur certaines pièces qui font 40 cm, mais après, on est en solution fixe et c'est un peu du sur-mesure, mais on peut le tester. Voilà. Peut-on avoir un réglage de luminosité par prise de vue? Par prise de vue, Oui. oui, tout à fait. Alors pour chaque prise de vue, donc chaque point de contrôle, on peut avoir un éclairage qui est différent. On peut avoir l'éclairage frontal ou rasant, un combiné des deux, et on peut régler l'intensité. Donc en fait, on peut avoir une partie où on aura un éclairage faible pour éviter les reflets, et un autre avec un éclairage très puissant pour bien voir en profondeur, par exemple dans un alésage sur un pot de fonderie. Ok. Donc n'hésitez pas à revenir vers HMI MBS ou revenir vers Another Brain. On est vraiment là pour venir faire des essais chez vous et chez nous aussi et pour vous conseiller. N'oubliez pas non plus qu'il y a un webinar qui est organisé le 29 mars par Universal Robot et que le webinar aura comme thématique comment utiliser la cobotique pour automatiser votre atelier. Donc bah, écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne journée et donc n'oubliez pas, le 29 mars, un nouveau webinar organisé par Universal Robot. Bonne fin de journée à tous et bonne continuation Merci. et merci d'avoir assisté. Au revoir. Au revoir.